dans les laboratoires scientifiques, vous savez, sont éliminées les variables qui peuvent compromettre l'étude de son objet. Donc, l'expérimentation doit être codifiée dans le cadre d'une situation artificiellement standardisée, telle qu'on voit par exemple dans les essais chimiques réalisés dans les conditions idéales de température et pression. C'est une expression assez connue du cours de physique et de chimie. Alors, il n'est pas question d'adopter pour les chimistes la description de l'alchimiste qui emploie des termes du sens commun chargés d'ambiguïté du genre feu vif, feu lent, etc., feu doux, et qui ne cessait jamais d'instruments de mesure. Au fond, ce n'était pas le thermomètre ni le baromètre qui manquaient à l'alchimiste, selon Poiré, quand il conteste la thèse de Lucien Febvre, qui disait qu'il y avait un manque de suffisance technologique. Non. Poiré va dire que ce qui manquait à l'alchimiste, c'était l'idée proprement scientifique que la chaleur et la pression pouvaient et devaient être mesurées pour mieux fixer les conditions idéales de l'observation. Alors, ceci considéré, s'il appartient au savoir scientifique de formuler des lois concernant les champs auxquels il s'applique, nous savons que son application dépend de la codification des procédés nécessaires au contrôle de l'expérimentation. Rien ne nous empêche alors de raisonner que la prise en charge hospitalière de la souffrance mentale s'appuie toujours à son tour, sur une idée semblable de l'expérimentation contrôlée concernant le fonctionnement psychique. Ainsi, doit-on éliminer du laboratoire hospitalier des données telles que la visite d'un parent indésirable, la possible rencontre avec le dealer ou la prostituée, l'exposition aux boissons alcooliques et aux scènes de violence, autant de variables non contrôlées à même de faire obstacle à la standardisation de la prise en charge hospitalière. C'est une élimination qui permet l'application méthodique des dispositifs codifiés, concernant les horaires de la prise de médication, des rencontres avec les psychothérapeutes, aussi bien que les contrôles du temps de sommeil, du volume de l'alimentation et ainsi de suite. Alors, une fois qu'on passe du laboratoire hospitalier au service ouvert, les variables non contrôlées surgissent dans la même proportion que s'efface la pertinence des procédures codifiées. Quoi qu'on puisse prévoir approximativement les situations auxquelles le malade aura à faire face dans les services ouverts, il n'en reste pas moins que sa façon de réagir aux aléas de ces rencontres à l'extérieur échappe à tout effort de programmation. Et lorsqu'il s'agit de rendre au malade une visite domiciliaire, comme c'était le cas d'une thérapeute qui était allée voir un patient schizophrène très grave, en état de quasi-mutisme, le laboratoire se dissolve complètement. Il revenait alors à cette psychanalyste de retrouver dans l'observation immédiate de la situation les ressources dont elle disposait pour produire une intervention efficace. C'est donc l'histoire d'une thérapeute qui était allée voir un patient schizophrène et qui ne parlait à personne et qui habitait une maison complètement abîmée. Et elle y arrive, elle ne sait pas par où commencer. Mais elle se rend compte que dans cette maison complètement arruinée, il y avait une cage avec un oiseau très bien soigné. Et elle entame une conversation en parlant de l'oiseau.
ce n'est pas parce qu'elle est intéressée à l'ornithologie, c'est parce qu'elle a vu dans cette situation les moyens de produire une intervention efficace. Il n'y a pas un dispositif, il n'y a pas un protocole codé qui orientait son intervention à elle. Bon. Eh bien, toute cette histoire, elle est bien jolie, mais il n'empêche qu'un tel constat nous lance dans une condition où l'inventivité du thérapeute ou du psychanalyste a l'air d'importer plus que les démarches protocolaires du savant. Ceci nous laisse à la merci d'un contexte où la notion des méthodes elle-même, héritée du discours de la science, finit par perdre sa validité, au risque de remplacer les raisonnements déductifs par l'intuition hasardeuse. C'est une impasse qui nous intéresse particulièrement, car, à nos yeux, la convocation de la psychanalyse, à partir de la réforme psychiatrique, vient justement répondre aux questions méthodologiques suscitées par ce genre de situations. Il s'agissait au moins de savoir comment on peut accueillir dans des institutions ouvertes la solution subjective singulière qui se présente sur le mode de l'élément non prévisible, non codé dans des savoirs préalables. Mais du moment que le laboratoire se dissout, au sens où il n'y a plus de place pour une expérimentation contrôlée de la souffrance mentale, on a le sentiment de perdre toute référence méthodologique articulée aux procédures, à l'acte clinique. Sur quoi alors la notion de méthodologie clinique s'effondrerait-elle dans une telle situation, étant donné que l'approche thérapeutique ainsi conçue a l'air d'exiger la démission de toute régulation protocolaire? C'est la question à laquelle on est arrivé. C'est clair? Oui. Eh bien, nous dirions que la psychanalyse nous autorise à répondre à cette question en affirmant qu'en dépit de notre intérêt clinique pour les détails non typés du cas singulier, nous ne nous privons pas pour autant d'aller chercher les éléments invariants de cette singularité, selon une méthode que cette recherche exige. Il importe surtout aux psychanalystes d'indiquer par-delà l'inclusion du sujet dans les classes déterminées par les savoirs diagnostiques protocolaires, il nous importe d'indiquer par-delà ça l'élément invariant relatif à la position de jouissance du sujet, position dont Freud souvent extrayait la nomination du cas clinique. Nous voulons dire par là que des syntagmes tels que l'homme rat, l'homme loup, la jeune homosexuelle, la belle bouchère, etc., se font valoir à titre de nomination à même d'indiquer, dans le mode singulier des cheminements pulsionnels, l'élément invariant qui se répète dans l'histoire de chaque être parlant. Encore faut-il bien noter que le sujet de l'expérience psychanalytique, si concevable soit-il en tant qu'effet des lois symboliques qui les déterminent, c'est la vision structuraliste du sujet de la psychanalyse, si concevable soit-il en tant qu'effet des lois symboliques qui les déterminent, ces sujets ne se laissent pas pour autant calculer au niveau de l'investissement pulsionnel du signifiant. Ceci veut dire que, alors que du point de vue formel, on arrive à les cerner au moyen d'un cadre structurel qui lui préexiste, lorsqu'on se demande pourquoi un élément signifiant et non pas un autre reçoit une charge plus intense
d'intérêt libidinal, le déterminisme de la structure ne nous répond plus. Nous sommes alors renvoyés à la contingence irréductible de son histoire particulière, relative à l'incidence moins formelle qu'éminemment corporelle du signifiant. Inutile d'aller chercher à prévoir pourquoi les rires des vendeurs effrayaient tellement mademoiselle Emma Eckstein. Si vous me permettez de reprendre le cas de Freud du projet pour une psychologie scientifique. Au sens où aucun savoir préalable ne nous permet pas d'anticiper l'effet sémantique auquel la libido va s'y lier. Alors que du point de vue formel, on peut calculer les sujets, du point de vue de l'investissement libidinal du signifiant, nous sommes justement renvoyés à la contingence.